Bienvenue dans ce webinaire sur la place du forfait mobilité durable, les tendances et la mise en place du forfait mobilité durable. C'est un webinaire qui va durer 1 heure, dans lequel on va avoir l'intervention de Ecodev et la sauvegarde du Nord. Pour Ecodev, on aura Marty Brige-Legros qui nous parlera un petit peu des tendances et du baromètre forfait mobilité durable. Et Thomas Roger de la Sauvegarde du Nord qui reviendra sur l'expérience de la mise en place du forfait mobilité durable à la Sauvegarde du Nord. Voilà, donc au programme, une petite introduction un petit peu pour revenir sur le contexte de ce webinaire. Le petit tour d'horizon sur le fonctionnement du forfait mobilité durable, suivi d'un petit temps de questions-réponses. Et une deuxième partie sur, voilà, le retour d'expérience de la Sauvegarde du Nord, suivi également d'un temps de questions-réponses. Et on terminera avec les actualités, de Réseau Alliance, à venir. Donc, je me présente, Zoé Blom, je travaille chez Réseau Alliance sur l'action Déclic Mobilité. Donc, tout ce qui est, mobilité durable, à destination, des employeurs. Pour faire rapidement, Réseau Alliance, on est une association basée à Marcq-en-Barœul. On est présent sur le territoire depuis 30 ans, sur différents axes d'expertise, qui, touchent, voilà, l'économie, plus responsable. On va avoir différents, formats comme le format de ce matin, donc des webinaires, ouverts à tous, voilà, de sensibilisation et d'intervention autour des thématiques de RSE. Voilà, l'environnement, le climat, tout ce qui va toucher, les RH avec, la diversité, l'inclusion et bien sûr, comme ce matin, la mobilité. Donc voilà, à destination, des employeurs, du petit entrepreneur, aux dirigeants, confirmés, disons. Hem, donc voilà dans quoi s'inscrit, ce webinaire. Oups là, pardon. Donc on va parler ce matin du forfait mobilité durable, donc le FMD en application depuis mai 2020. L'idée, c'est de développer, un outil incitatif à destination, des employeurs, qui puissent, justement promouvoir et accompagner leurs collaborateurs, voilà, afin aussi de récompenser, les actions, qui sont mises en place en faveur d'une mobilité, plus durable de la part des salariés. Donc nous, c'est quelque chose, au sein de Réseau Alliance et plus particulièrement sur Déclic Mobilité, qui est une action, particulière de Réseau Alliance sur laquelle justement on fait pas mal de veille sur le forfait mobilité durable et sur, tout ce qui peut toucher la mobilité durable, au niveau des employeurs. Donc on a un site internet, où vous allez pouvoir retrouver des ressources, des bonnes pratiques, des outils. Donc nous, l'idée, c'est également de faire de la sensibilisation et d'accompagner en collectif, voilà, de se nourrir des bonnes pratiques, des employeurs et de pouvoir faire en sorte de créer, une synergie, sur le territoire. Hem, Marty, je te laisse, prendre la main pour la suite. Ça marche. Parfait, merci. Et donc en effet, merci, bonjour à tous et merci à Déclic Mobilité pour nous donner la possibilité de revenir sur ce dispositif qu'est le forfait mobilité durable et en effet 3 ans après, donc le titre du webinaire c'est où en êtes-vous? Et on va commencer par où en sommes-nous de façon assez collective en s'appuyant sur les résultats du baromètre FMD 2022, c'est le dernier chiffre on va dire robuste qu'on a sur le déploiement du dispositif. Et puis avant de s'attarder sur ces résultats et les enseignements du baromètre, on va vous proposer un décryptage du FMD pour 2023, puisqu'il y a eu le dispositif a subi des évolutions assez conséquentes sur la fin d'année 2022 qui rebattent un peu les cartes de la façon dont vous pouvez envisager de déployer le dispositif. Et puis, une fois qu'on aura vu les enseignements du baromètre, on vous proposera un moment d'échange. Si vous avez des questions qui vous sont venues en tête durant ma présentation, n'hésitez pas. On va essayer de faire le plus simple possible. Et donc ici,
je vais devoir décliner la présentation du dispositif selon si on est dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et donc, je commence avec le secteur public, où pour la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique d'État, le FMD est généralisé, donc obligatoire. C'est-à-dire que si un collaborateur, un agent demande à en disposer, l'employeur doit pouvoir le mettre en place pour le collaborateur. Et en termes de collaborateurs concernés, ça concerne aussi bien les fonctionnaires que les contractuels, spécifiquement pour la fonction publique euh, hospitalière et territoriale. Un certain nombre de bénéficiaires sont exclus dans la fonction publique, notamment ceux qui bénéficient d'un logement de fonction, d'un véhicule de fonction ou de transport en commun gratuit notamment. Donc en fait, si quelque part il y a déjà un dispositif qui traite des trajets de domicile-travail, en fait, l'agent est exclu, le fonctionnaire est exclu du dispositif. En termes de mode éligible, là, on a eu des évolutions et donc ces évolutions, elles sont reprises en gras ici, c'est-à-dire ce qui a évolué par rapport à 2020 et 2021. C'est qu'on avait en termes de mode éligible dans le secteur public initialement que les vélos assistance électrique et le covoiturage. Et le législateur a permis d'élargir les modes éligibles au dispositif avec les engins de déplacement personnel motorisés, qu'ils soient privés, en location ou en libre-service, les véhicules en autopartage, des véhicules à faible émission en autopartage, et puis également une ouverture aux 2 roues électriques, qu'ils soient en location ou en libre-service. En termes de plafond, on a également des évolutions. Initialement, on était sur un montant du FMD dans le secteur public à 200 € et on est passé en fait à différents paliers selon un jour d'utilisation dans l'année, un nombre de jours d'utilisation dans l'année, un nombre de déplacements. Donc de 30 à 59 jours, on est sur un montant à 100 €. De 60 à 99 jours, on est à 200 €. Et pour au moins 100 jours de déplacement dans l'année, on est à 300 €. Donc ça a permis de moduler un peu les choses dans le secteur public où c'était assez contraignant. Le seuil initial était à 100 jours et donc assez contraignant avec la pratique du télétravail qui avait pu se démocratiser durant la période de crise sanitaire. Enfin, et pas des moindres, une dernière évolution, c'est la possibilité de cumul du dispositif, donc de pouvoir bénéficier du FMD et de la prise en charge partielle des abonnements de transport en commun. Ça, c'était jusque-là, jusqu'à la fin de l'année, impossible. Et c'est maintenant possible à partir depuis la fin d'année et de façon rétroactive, de façon un peu différente selon si on est dans la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État ou hospitalière. Et là, vous avez le détail qui est indiqué en gris en dessous de FND obligatoire. Je ne vais pas revenir sur cette date-là, mais simplement, donc ici, on a la possibilité de cumuler maintenant les 2 dispositifs de remboursement partiel des abonnements de transport en commun et le fameux FMD. Donc voilà les principales évolutions depuis la fin de l'année dernière, donc qui ont été concrétisées par 3 décrets successifs pour chacun des versants de la fonction publique. N'hésitez pas, comme certains l'ont déjà fait, à indiquer vos questions dans la conversation afin qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Et là, je vois qu'en effet, pour le secteur public, Anne, en effet, les montants cités sont en fait généralisés et obligatoires pour l'employeur public. Il n'y a pas la possibilité de faire varier ces montants. Ce qui est différent dans le secteur privé, ça me fait une très bonne transition. Secteur pour lequel le FMD est facultatif. Et le législateur a laissé des marges de manœuvre importantes aux employeurs dans la mise en place du dispositif. Et là, les dernières évolutions, elles sont principalement liées à la loi de finances rectificative 2022 qui ont rebattu les cadres du périmètre du FMD pour l'année 2022 et 2023. Donc, tous les collaborateurs d'une structure privée sont concernés, y compris des intérimaires, des apprentis et des stagiaires. Ça, c'est un élément important.
Les modes éligibles sont à la carte de l'employeur et on retrouve les mêmes modes éligibles que dans le secteur public, avec en plus les transports en commun occasionnels, donc hors abonnement. On a des plafonds d'exonération qui sont plus importants. Si le FMD est déployé en non-cumul, en tout cas le salarié ne cumule pas le FMD avec son remboursement partiel au transport en commun, on a un montant plafond d'exonération de 700 € par an et par salarié, alors que s'il y a cumul avec la demande de prise en charge partielle des abonnements, on peut aller jusqu'à 800 € par an et par salarié. Forcément, ce cumul est possible. Par contre, il y a toujours cette idée d'impossibilité de cumul avec la mise à disposition d'un véhicule de fonction notamment. Donc encore une fois, si en fait les trajets domicile-travail sont déjà pris en charge par une autre modalité, dans ce cas-là, on n'a pas la possibilité de prendre en charge, enfin de cumuler et de mettre en place le FMD. Alors, ce que je viens de vous présenter ici, c'est le cadre, quelque part, défini par l'employeur, et vous l'avez vu dans le secteur privé. Donc là, on va plutôt s'attarder sur les questions à se poser, dans le cadre du secteur privé, puisqu'il est facultatif, que ce ne sont que des montants, maximum d'exonération. On peut, faire varier les modes éligibles, les montants, les justificatifs et les modalités, d'application. Et donc, les différentes questions qu'on va aborder aujourd'hui, à l'éclairage des résultats du baromètre, vont permettre de répondre un peu à ces questions en termes d'objectifs, c'est-à-dire quelle est la vocation du FMD dans le secteur privé, les modes éligibles, vers quel mode aller, les montants, etc. On commence avec les objectifs visés, c'est-à-dire quelque part les motivations des employeurs. Et là, le baromètre FMD nous donne quelques clés de lecture sur le sujet. Les principales motivations au déploiement, c'était l'incitation et la valorisation des pratiques alternatives à la voiture individuelle. Donc l'idée de pouvoir récompenser et inciter les pratiques vertueuses en matière de mobilité domicile-travail. En deuxième position, on avait la contribution à la marque employeur et à l'exemplarité de l'entreprise. Donc là, il y a l'idée de pouvoir valoriser l'attractivité de l'entreprise et de l'employeur. Et puis, en troisième position, le simple fait de répondre en fait, aux attentes des salariés, donc potentiellement avec des demandes qui émanaient de la part des collaborateurs. Et de façon générale, donc outre ces éclairages issus du baromètre FMD, ce qu'on conseille en tout cas aux employeurs de balayer ensemble, c'est en fait les enjeux relatifs à la mobilité, domicile-travail en tant qu'employeur. Et donc typiquement aujourd'hui, on met beaucoup en avant les enjeux économiques puisque on est dans un contexte assez tendu en termes de pouvoir d'achat, d'inflation. Et donc, typiquement, le FMD peut participer à, en plus de valoriser les pratiques alternatives à la voiture individuelle, favoriser aussi le pouvoir d'achat de vos collaborateurs. Les enjeux environnementaux, bien sûr, la vocation initiale du dispositif de faire en sorte de diminuer notre impact sur l'environnement, des trajets domicile-travail sur l'environnement. Il peut y avoir aussi des enjeux RH, on l'a vu, la deuxième motivation, c'est la contribution à la marque employeur, donc à l'attractivité, au maintien des talents au sein de l'entreprise. Ça peut aussi y participer, ça peut devenir un vrai sujet, puisque voilà, si on va jusqu'à 800 € par an, ça commence à devenir un sujet. Des enjeux de qualité de vie au travail également, en lien avec le risque routier, la productivité ou l'absentéisme. On constate dans d'autres enquêtes, d'autres baromètres, le fait d'utiliser des mobilités alternatives généralement favorise la productivité, réduit l'absentéisme. Des enjeux sanitaires de façon générale, hein, potentiellement dans des métiers de bureau, où l'idée d'avoir une activité physique peut être mise en valeur également par le FMD sur les trajets domicile-travail. La deuxième question à se poser après avoir balayé un petit peu les motivations, ça va être quel mode de déplacement choisir en fait, puisqu'on l'a vu, les modes de déplacement sont à la carte de l'employeur. Et ici,
vous avez sur la droite les modes de mobilité, donc le mode de déplacement les plus plébiscités dans le cadre du FMD. Et vous voyez que le vélo se fait la part belle, que ce soit un vélo classique, mécanique ou à assistance électrique. Quasiment la grande majorité des employeurs mettent en place, enfin, rendent le vélo éligible au sein de leur organisation au FMD. En deuxième position arrive le covoiturage, avec un peu plus de la moitié des employeurs qui ont mis en place le dispositif qui le mettent en place. Et puis, ensuite, on a les transports en commun, donc le fameux ticket à l'unité, donc hors abonnement, qui permet également de récompenser ces pratiques plus occasionnelles de déplacement en transport en commun. En quatrième position, les engins de déplacement personnel, puis l'autopartage en véhicule à faible émission. Et puis on avait 8% à l'époque qui rendaient également éligibles les engins de déplacement personnel non motorisés des particuliers qui étaient à l'époque du baromètre encore exclus du périmètre. C'est pour ça qu'il y a une couleur différenciée, mais qui sont rentrés dans le cadre du périmètre des modes éligibles avec les dernières évolutions de l'année 2022. Et donc ici, peut-être ce qu'il faut retenir simplement, c'est que en termes de mode à choisir, il est important de, en fait, simplement s'adapter au contexte de votre entreprise, si vous êtes plutôt dans un contexte urbain, périurbain ou rural. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que généralement, en rendant éligibles les modes vélo et covoiturage, on répond un peu à tous les contextes possibles. Et après, il y a la possibilité d'aller un peu plus loin avec les autres modes de déplacement. Donc, quelque part, le top 2 ici est assez parlant. Ce qu'on constate quand même aussi, c'est qu'on a certains employeurs qui ont tendance à privilégier un mode de déplacement pour focaliser quelque part leur action sur un mode de déplacement. Donc typiquement, vous voyez, on a 93% des employeurs qui rendent le vélo éligible. Ça veut dire qu'il y en a quand même 7% qui n'ont pas rendu le vélo éligible. J'ai des exemples d'employeurs qui sont un peu frileux sur le sujet du vélo et qui préfèrent l'écarter de leur dispositif FMD parce qu'ils sont dans un contexte urbain complexe avec peu d'aménagement et sur une voie assez dangereuse et donc ils préfèrent l'exclure. Donc ça peut être aussi une façon de cibler quelque part son action. Et puis, outre les modes à choisir, il y a aussi l'importance d'anticiper la question du cumul ou non avec la prise en charge partielle des abonnements de transport en commun, puisqu'elle va fortement influencer la gestion administrative de la mise en place du FMD. Ce qui m'amène à parler des montants par la suite. Donc, en fonction des modes rendus éligibles, en effet, ensuite, la question du montant va se poser assez rapidement. Et ici, un autre enseignement du baromètre. Donc, c'est toujours sur les chiffres basés de 2022, hein, j'insiste. Le plafond moyen choisi par les acteurs privés, c'était environ 400 €, qui était à l'époque le plafond d'exonération en cas de mise en place seule du FMD. Et donc, ces plafonds, ce sont des plafonds d'exonération. Et donc, aller au-delà de ces plafonds, forcément, pour une entreprise, ça va être l'idée d'envoyer un message très volontariste auprès des collaborateurs pour les inciter à utiliser des modes de déplacement alternatifs. Par contre, ça va impliquer une enveloppe allouée potentiellement importante et des charges pour l'employeur, mais aussi des impôts pour le salarié pour tous les montants qui iront au-delà du plafond d'exonération, évidemment. S'aligner sur les plafonds, ça envoie un message assez incitatif aux collaborateurs et ça permet de ne pas avoir à gérer d'éléments en termes de charges ou d'impôts pour le salarié. Par contre, ça peut aussi constituer une enveloppe budgétaire allouée assez importante. Et aller en deçà des plafonds d'exonération. Donc ça permet de potentiellement limiter l'enveloppe budgétaire allouée, en tout cas la maîtriser, la contrôler un peu plus facilement, et puis d'avoir des marges de manœuvre pour augmenter progressivement les montants éligibles au FMD pour pouvoir proposer quelque chose qui soit de plus en plus incitatif, donc aller un peu sur une politique des petits pas sur le sujet, y aller progressivement. Dans tous les cas, quel que soit le montant choisi par l'employeur, le calcul de l'enveloppe budgétaire allouée au FMD, c'est toujours un exercice peu évident et on accompagne pas mal d'employeurs sur le sujet et ça dépend énormément des arbitrages
qu'on a déjà évoqué, hein, entre les modes éligibles, la possibilité de cumul ou non, le montant en soi du FMD. Et ça dépend également forcément des pratiques actuelles, donc de la façon dont les collaborateurs viennent déjà sur le site et des marges de manœuvre qu'on va avoir, des marges de progression de chaque mode. Et donc forcément, il y a toujours une part d'incertitude dans l'estimation de l'enveloppe budgétaire allouée. Nous, on donne toujours une fourchette, hein, parce que c'est très difficile de tomber au plus juste. Ça dépend énormément de la pratique de vos collaborateurs. La dernière question qu'on voulait aborder aujourd'hui, en termes de questions à se poser dans la mise en place et la mise en œuvre du FAMD, c'est les justificatifs, c'est-à-dire quels justificatifs demander à vos collaborateurs. Ce qu'on constate, c'est que l'attestation sur l'honneur, donc c'est le seul justificatif obligatoire quelque part dans le secteur privé, hein, c'est la seule contrainte en tant qu'employeur, et c'est ce qui est le plus plébiscité. Voyons, à hauteur de 87% des employeurs qui ont déployé le FMD en 2022 demandaient une simple attestation sur l'honneur. Ça avait augmenté d'ailleurs par rapport au baromètre de 2021. Et puis, typiquement, généralement, le versement est conditionné à la pratique plus qu'à l'achat, vous voyez, à hauteur de 57%. J'entends par là le fait que il y a deux grandes possibilités, quelque part deux grands courants sur le FMD. Il y a les employeurs qui vont plutôt s'orienter vers des justificatifs de pratique, avec parfois la notion de seuil à atteindre, comme on l'a dans le secteur public, selon les montants qu'on va pouvoir attribuer. Alors, il y a deux éléments à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse aux justificatifs de pratique. Nous, c'est ce qu'on conseille généralement. Par contre, si on met en place des seuils, il faut faire attention qu'ils ne s'avèrent pas trop dissuasifs, c'est-à-dire trop élevés, et donc trop difficiles à atteindre. Et puis, par ailleurs, le justificatif de pratique peut inclure un nombre de jours de pratique, potentiellement des distances parcourues, le mode forcément avec lequel on les a parcourus. Et donc, ça peut permettre d'alimenter un bilan carbone ou de donner des informations plus générales sur les parts modales de l'entreprise, donc de les suivre de façon annuelle sans avoir à réaliser une enquête mobilité. Et donc, ça c'est un élément assez important. Le deuxième grand courant, c'est les justificatifs d'achat, et c'était un peu la logique dans laquelle le législateur s'était inscrit initialement. Et donc, eux, ils ont l'avantage de quelque part de rassurer l'employeur vis-à-vis de l'utilisation de l'enveloppe qui va être allouée. Par contre, ils présentent un inconvénient majeur à notre sens, c'est en fait d'inciter à l'achat sans réelle preuve de pratique de mode alternatif. Donc ça, pour nous, c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, ça ne permet pas forcément de valoriser des pratiques qui sont déjà en place, puisque si on est déjà équipé, on ne va pas forcément se rééquiper de façon annuelle. Et donc ça, c'est un des gros freins pour nous à la pratique d'attestation sur l'honneur et de justificatif d'achat. J'ai pas mal parlé, j'ai vu qu'il y a des questions qui sont passées dans les conversations, et donc je vous propose de passer à une foire aux questions. Je vais essayer de répondre aux deux, trois questions qui sont passées dans la conversation, et sinon vous pouvez aussi lever la main, et je laisserai Zoé, je pense, vous répartir la parole. Je prends la question. Alors, il y a plus de questions que ce que j'imaginais dans la conversation. Alors, les montants cités sont-ils obligatoires, ou l'employeur peut-il accorder le montant de son choix? Alors, ça rejoint un peu la question qu'on a vue précédemment. Donc, dans le secteur privé, l'employeur peut accorder le montant de son choix, comme je l'ai présenté. Par contre, dans le secteur public, les montants sont en effet obligatoires. En effet, bon, pour Claire qui demande si est-ce qu'une obligation, est-ce que c'est une obligation pour une collectivité de mettre en place le FMD, et peut-elle refuser? Donc en soi, non. Le FMD donc, doit être généralisé dans le secteur public. Donc si en fait, à partir du moment où un collaborateur, un agent demande à bénéficier du FMD, vous devez répondre à cette demande. Patrick nous demande pour les villes à transport gratuit, pas de possibilité de remboursement partiel pour l'utilisation d'un vélo, c'est ça.
Alors, en effet, dans la région Hauts-de-France, vous avez plusieurs agglomérations qui proposent la gratuité des transports en commun. Et donc, dans ces conditions, s'il n'y a pas de prise en charge partielle des abonnements de transport en commun, on n'aura pas de cumul. Et donc, typiquement dans un secteur privé, le montant maximum sera de 700 euros. Et ici, du coup, on a simplement la possibilité de verser le FMD seul. Alors, Philippe nous demande: les collectivités territoriales doivent préalablement prendre une délibération pour mettre en place le FMD. Si elles ne le font pas, les organisations syndicales ou les agents doivent-ils saisir le préfet ou le tribunal administratif? Alors, pour être honnête, Philippe, j'ai pas la réponse, à ce stade à votre question, en tout cas pas de façon précise, mais en effet, typiquement les organisations syndicales ou les agents, s'ils saisissent, les instances compétentes, devraient obtenir gain de cause pour mettre en place, le FMD, puisqu'encore une fois, le législateur a la volonté de le généraliser dans le secteur public, d'où des montants, qui sont un peu inférieurs, au secteur privé d'ailleurs. Noémie nous demande: est-ce que l'on connaît le nombre de collaborateurs moyens qui ont sollicité le FMD par organisation, plus un éventuel report modal correspondant? Alors, sur le report modal correspondant, en fait, donc là, le dernier baromètre date de 2022. On l'a vu, le FMD en introduction avait été mis en place à partir de mai 2020, en tout cas pour les décrets d'application. En fait, on manque un peu de recul pour le report modal correspondant. On sait que les changements de comportement, ça sous-entend une inertie assez forte. En plus, le FMD a été mis en place pendant une période de crise sanitaire où le télétravail a été largement déployé également. Donc, c'est difficile de faire la part des choses sur le sujet et je préfère pas m'engager là-dessus. Par contre, sur le nombre de collaborateurs moyens, donc en fait sur la proportion de collaborateurs qui demandent le FMD, ce qu'on constatait en 2000, c'est qu'on était sur à peu près 10%, quand les entreprises avaient été déjà donc pionnières en le mettant en place dès 2020. On était à peu près sur 10% de collaborateurs. En 2021, on était entre 10 et 15%. Et là, sur 2022, on était entre 10 et 20%. Donc, c'est à peu près les chiffres qu'on avait en tête, mais on n'avait pas de chiffres très, très concrets sur le sujet. Mais c'était en moyenne ce qu'on constatait dans les organisations. Après, c'est vraiment une moyenne. Il y a certaines petites organisations très volontaristes qui connaissent des taux moyens beaucoup plus importants, hein, clairement, quand on est sur des petits volumes. Pour rester dans le timing, je propose juste de prendre une ou 2 questions encore et le reste, je pense que, Thomas, à travers son intervention, pourra répondre à quelques questions. Super. On a une question de Christophe. Est-ce qu'il existe des aides pour décharger et inciter un employeur privé à mettre en place un FMD? Alors, je suis pas sûr de comprendre ah oui, décharger, OK, en termes de charges, et inciter un employeur privé à mettre en place le FMD. Bah, simplement, oui, par les montants d'exonération proposés, en fait, hein. Donc on peut aller jusqu'à 700 € d'exonération, par an et par salarié. Et donc c'est le levier, proposé par le législateur, auprès des employeurs privés pour pouvoir favoriser la mise en place du FMD. Et je pense que Thomas aura aussi une petite, piste de réponse. A-t-on une idée du type d'entreprise ayant mis en place le FMD? Alors, en effet, le FMD a été, principalement à ce stade, en tout cas à l'époque en 2022, on avait questionné, les types d'organisations qui répondaient au baromètre et c'était principalement des employeurs du secteur tertiaire, principalement, dans la banque, assurance, dans le conseil, la recherche, et les secteurs qui avaient été les moins où le FMD avait été le moins déployé, c'était la grande distribution et l'industrie. Et juste dernière petite question de Loïc, est-ce que vous pouvez repréciser la règle concernant les transports en commun? Les 50 obligatoires ne rentrent pas dans le calcul du versement FMD? Alors tout à fait, en fait, alors il rentre quelque je vais revenir
peut-être la slide concernée, même si en soi, on n'a pas approfondi la question sur la slide. En fait, tout ce que le salarié va percevoir au titre du remboursement de l'abonnement transport en commun va consommer l'enveloppe du FMD. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui se fait rembourser son abonnement annuel, donc à hauteur de 50%, imaginons que ça représente 400 € sur l'année, ça veut dire que eh bien, l'enveloppe du FMD à 800 € va être amputée de 400 € déjà perçus au titre du remboursement des abonnements transport en commun. Et donc, il aura potentiellement jusqu'à 400 € de valorisable pour d'autres modes de déplacement utilisés. En fait, l'abonnement transport en commun consomme l'enveloppe du FMD. Ça, c'est vrai dans le secteur privé comme dans le secteur public. Ça marche. On prendra les autres questions, à la fin. Je pense qu'on va laisser la parole à Thomas. N'hésite pas, Thomas, à cliquer sur le bouton contrôler pour prendre, la main sur, les diapos qui est juste en haut. OK. Comme ça, tu peux, passer les slides. Alors, voilà, ça fonctionne bien. Super. Alors, bonjour à tous. Je vais continuer. Donc, moi, je vais vous exposer la manière dont on a mis en place l'année dernière, en 2022, le forfait mobilité durable au sein de la Sauvegarde du Nord. Alors, comme ce n'est pas forcément une structure que vous connaissez tous, je vais vous la présenter très rapidement. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, la Sauvegarde du Nord, c'est une association qui œuvre dans le domaine social et médico-social, et qui donc, comme vous le voyez sur cette diapo, un certain nombre de domaines d'intervention, 5 principalement, donc le plus gros étant la protection de l'enfance, mais nous intervenons également dans l'inclusion sociale, l'addictologie, la santé et le handicap. Donc là, je ne vais pas m'appesantir sur le descriptif de ce que nous faisons, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une structure assez importante en termes de nombre de salariés, puisqu'on est à peu près 1500 salariés et qu'on est déployé sur une centaine de sites dans l'ensemble du département du Nord. Alors, auparavant, donc c'est-à-dire depuis 2017 en réalité, on avait déjà mis en place un accord qui permettait aux salariés de se faire rembourser leur trajet domicile-travail effectué en vélo, donc sur la forme ce qu'on appelle les IKV. Et donc, c'était un dispositif qui fonctionnait, mais qui ne couvrait finalement qu'une petite partie des salariés, donc à peu près 5% qui en bénéficiaient. Voilà. Et donc, ça représentait, le principe c'était d'indemniser à hauteur de 25 centimes le kilomètre, donc c'était du déclaratif, c'était plafonné à 200 €, et donc ça représentait pour la structure un budget environ de 8 500 € par an, mais c'était déjà une première démarche qu'on avait voulu mettre en œuvre pour inciter des déplacements, là en l'occurrence en vélo. Et donc, on a, dans le cadre de la politique RSE que nous déployons dans l'association, nous avons souhaité donc expérimenter, en tout cas passer au forfait mobilité durable. Et donc, ça fait l'objet d'une négociation et d'un accord avec les représentants de l'association. Alors, ce qui est important, c'est au préalable de se poser un certain nombre de questions. Donc, on a vu dans la présentation précédente qu'il y avait toute une série de paramètres à prendre en compte. Et donc, j'ai listé les questions, et puis vous voyez en jaune là ce pour quoi on a opté. Donc, le montant par salarié, alors effectivement, on peut aller beaucoup plus haut. Nous avons choisi de le plafonner à 200 €. Alors, parce qu'on n'a pas des moyens qui sont illimités, parce que également, la première année, on fait un peu un saut dans l'inconnu, puisqu'on ne sait pas du tout combien de salariés vont répondre favorablement et vont solliciter le forfait mobilité durable. Et donc, il faut quand même qu'on puisse maîtriser le montant engagé. Alors, en ce qui concerne les conditions que nous, on a dans notre accord qu'on a mis en œuvre pour pouvoir y accéder, donc c'est ouvert effectivement à tous les salariés, y compris voilà, les CDD, les intérimaires et autres, mais donc il fallait quand même qu'il y ait une certaine ancienneté. Donc, on a fixé cette ancienneté à 3 mois ou 90 jours d'activité pour des CDD.
Et effectivement, il y a des restrictions qui sont assez logiques, notamment pour les salariés qui ont déjà des véhicules de fonction qui constituent un avantage. Après, la question, et là, ça va sans doute répondre à certaines des questions qui ont été posées là, en marge de la première intervention, c'est la gestion, c'est un peu la gestion administrative et la gestion RH de toute cette mise en place, puisqu'effectivement, alors soit on peut faire assez simple avec une attestation sur l'honneur, mais où là on ne contrôle pas grand-chose, mais sinon s'il faut que des salariés contrôlent les factures, l'éligibilité des dépenses, etc., ça peut devenir rapidement très très compliqué. Et donc nous, l'option qu'on a faite, c'est de s'adosser à notre prestataire de titres restaurant, puisque donc depuis quelques années, on était passé à des cartes donc, qui viennent se substituer au titre restaurant papier, et que donc la plupart des prestataires qui ont fait le saut déjà vers les cartes, la dématérialisation des tickets restaurants, proposent des prestations de gestion du forfait mobilité durable, si bien que finalement, c'est eux, d'une certaine manière, on externalise toute cette partie de contrôle, de vérification, et que ça permet d'alléger énormément la charge administrative au niveau de nos équipes. Ensuite, il y avait une autre question sur les modalités de déclenchement, puisque donc ça peut être soit automatique, c'est-à-dire on donne le forfait à tout le monde et puis voilà, il le dépense ou il ne le dépense pas. Nous, on a décidé de le faire sur demande parce que dans le système qu'on a mis en place, à partir du moment où les personnes sollicitent le bénéfice du forfait mobilité durable, nous, on devait verser donc le montant, donc les 200 € sur un compte qui permettait ensuite aux prestataires de le mettre à disposition des salariés. Donc, en tout cas, on l'a fait sur demande pour éviter d'avoir à sortir tout de suite une trop forte somme d'argent. Et l'autre option qui était possible, c'était soit de verser cette somme de 200 € par petits bouts tous les mois, ou alors de la verser en une seule fois. Et nous, on s'est dit que si certains souhaitaient, par exemple, faire l'investissement d'un vélo, enfin, en tout cas, d'utiliser cette somme pour participer à l'achat d'un vélo, c'était plus simple de leur donner le bénéfice de la somme en une seule fois, plutôt que de le verser en petits bouts et où il n'aurait pu donc avoir une somme conséquente qu'en fin d'année. Donc voilà, ça c'est les différentes options. Et ensuite, l'autre question, c'est effectivement savoir quel type de dépenses on couvre et auquel on donne accès dans le cadre du forfait mobilité durable. Et donc, nous, on a voulu être assez large. Donc, comme vous voyez, il y a tout ce qui tourne autour du vélo personnel, c'est-à-dire l'achat du vélo proprement dit, mais également tout ce qui concerne les accessoires, les éléments de sécurité, l'entretien, etc. On a maintenu le remboursement des indemnités kilométriques vélo. Donc là, par contre, ça se fait sous forme d'une déclaration sur l'honneur. Et puis après, donc, les autres sujets, sont les locations dans le déplacement personnel. On ne t'entend pas très bien, Thomas. Ah, pardon. Désolée. Excusez-moi, j'ai essayé de parler un petit peu plus fort. Donc voilà, donc je disais tout ce qui tourne autour de l'achat du vélo, les remboursements trajet domicile à vélo, donc les IKV qui existaient déjà et qui ont été maintenus et qui ont été intégrés en fait au dispositif du forfait mobilité durable. Et puis donc les locations d'engins de déplacement personnel, les frais de transport en commun au-delà de la participation de 50% là qu'on a évoqué juste avant, et également le covoiturage donc pour les passagers, et donc en ayant mis la contrainte qu'il fallait passer par des plateformes référencées pour que ce soit éligible et qu'il y ait cette possibilité de contrôle. Voilà, donc alors, en réalité, ce que ça a donné au cours de cette année 2022, donc nous avons 945 salariés qui ont demandé le bénéfice du forfait mobilité durable, donc environ 2 salariés sur 3. Donc là, du coup, rétrospectivement, tout à l'heure, j'étais frappé d'entendre qu'en moyenne, c'est à peu près 10% ou maximum 20% des salariés qui ont demandé le bénéfice. Nous, ça rencontre un très grand succès.
Donc, on est content que ça ait bien fonctionné, mais pour autant, on a bien fait aussi d'être relativement prudent sur les montants, puisque là, ça représente quand même 200 000 € qui du coup, ont été mobilisés auprès du prestataire pour créditer les cartes. Et ça a été donc sur le système que j'évoquais avant d'utiliser le support des cartes et des titres restaurants préexistants. Alors au final, tout n'a pas été consommé. Certains ont demandé à ce qu'on leur crédite leur carte, mais n'ont pas forcément consommé le forfait. Et donc dans ce cas-là, ce qui est convenu, c'est qu'au 31 décembre, si les sommes mobilisées n'ont pas été consommées, elles nous sont restituées. Donc, elles nous reviennent. Voilà. Si bien qu'en réalité, c'est 125 000 € que ça nous a coûté sur l'année. Voilà, donc ça montre quand même l'effort important sur le plan financier qu'on a fait, puisque le système antérieur des indemnités kilométriques, c'était moins de 10 000 €, et là, donc on a 115 à 120 000 € de plus qui ont été consacrés par la structure au bénéfice donc, de cette mobilité durable. Et ensuite, je vous ai mis un petit graphique qui montre un peu par type de remboursement. Donc, la grosse majorité, c'est des remboursements sur facture, c'est-à-dire que les gens ont avancé la dépense, ils ont payé eux-mêmes, et qu'ensuite, donc, dans le circuit de contrôle auprès de notre prestataire, ils ont envoyé leur facture et donc il y a eu une vérification que les dépenses étaient bien éligibles et rentraient dans le cadre du forfait mobilité durable. Et ils se sont fait rembourser. Ensuite, il y a encore quand même une proportion d'indemnités kilométriques du vélo qui reste assez sensible. Et ensuite, donc, c'est des remboursements de transport public ou d'abonnement de transport dans une plus petite proportion. Et enfin, j'ai une dernière slide. Voilà, donc on avait conclu en 2022 l'accord pour une année. Donc c'était un peu à titre expérimental. Et puis voilà, donc c'était la mise en route. Cet accord, il va être reconduit en 2023, compte tenu du succès qu'il a rencontré et puis du besoin auquel on répond. J'ai fait quelques constats rapides. Donc d'abord, c'est l'importance de la communication interne pour que les salariés soient bien informés, surtout dans une structure importante comme nous, très décentralisée, avec des gens qui se trouvent de Dunkerque à Maubeuge-Avennes. Donc c'est important de bien communiquer au travers des outils de communication interne que nous avons à disposition. C'est quand même une charge nouvelle et significative, puisque, bon, je viens de vous le dire, là on est passé d'une somme assez limitée en indemnité kilométrique vélo à une charge beaucoup plus importante en termes de forfait mobilité durable, 125 000 €. Mais donc, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit porté par la direction et qui fasse partie de la politique de la structure. Dans les constats également, on a vu que chez nous, le covoiturage n'a pas du tout fonctionné. Ça représente quelques dizaines, quelques centaines d'euros sur la totalité. Alors peut-être que c'est parce que c'est assez peu adapté à notre fonctionnement, peut-être qu'également le fait d'avoir imposé le passage par des plateformes, ça a été un facteur de rigidité. Mais bon, ça c'est simplement un constat. Et donc dans le nouvel accord 2023, qui est encore en cours de négociation, qui va être bientôt finalisé, il y a eu des demandes d'évolution de la part des organisations syndicales notamment. Et donc, même si on n'y était pas favorable initialement, on va inclure l'achat des trottinettes électriques, puisque ça correspond apparemment à un besoin, à une demande en tout cas, et vraisemblablement un besoin. Donc voilà, c'est un accord qui va évoluer à la marge, mais qui va rester sur le même squelette que celui qu'on avait en 2022. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, je vais regarder… Alors, merci beaucoup, Thomas. Il y avait une question dans le chat de François-Xavier. Concrètement, quelle est la démarche à réaliser par l'employeur pour mettre en place le FMD? Le processus est-il rapide? Je ne sais pas si tu as pu répondre un petit peu à cette question en présentant une démarche concrète. Alors, je ne sais pas si c'est la seule manière. Je pense qu'en tout cas, c'est un passage obligé, mais c'est de conclure un accord d'entreprise
donc avec les organisations syndicales. En tout cas, c'est par ce biais-là que nous sommes passés pour mettre en œuvre le forfait mobilité durable. Et après, en termes de délai, ça dépend d'une part de la fréquence des réunions avec les organisations syndicales, des représentants, et puis de la qualité du dialogue avec eux, s'ils sont, eux, réceptifs et s'ils considèrent que c'est quelque chose qui a un intérêt pour l'ensemble des salariés, ça peut se mettre en place, je crois, de manière assez rapide et en bonne intelligence. Ça marche. On a une autre question, mais il me semble que c'était dans la diapo. Combien coûte cette gestion via le prestataire de restauration? Il me semble que c'était noté Non, dans non, la ça je n'avais pas diapo. précisé. Alors ça dépend, là c'est vraiment de la négo. En général, c'est quelques euros par salarié. Alors de mémoire, je pense que c'est par nombre de salariés qui peuvent en profiter, enfin, ou en bénéficier potentiellement. Donc, ce n'est pas forcément le nombre de salariés qui ouvrent, qui bénéficient ou qui demandent le bénéfice du forfait mobilité durable. Et je pense que c'est indexé sur l'effectif total. Et donc, il y a des frais de gestion qui sont pas très élevés, mais qui sont quand même récurrents tous les mois et multipliés par le nombre de salariés. Mais ça, c'est vraiment après une question de négociation avec le prestataire. Ça peut être plus ou moins une somme plus ou moins importante, mais c'est vrai qu'il faut l'ajouter en termes de charges à ce qui va être versé aux salariés, effectivement, dans le cadre du forfait mobilité durable. Ça va rajouter un petit surcoût, évidemment. On a une autre question. Avez-vous eu le risque d'accidentologie domicile-travail qui a augmenté? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Non, non, non. On n'a pas eu d'effet. Alors, il y a il y a même certainement plus de personnes qui sont venues en vélo. Mais non, on n'a pas eu de flambée. Alors, on n'a pas non plus d'un seul coup, d'une année sur l'autre, la moitié des salariés qui viennent en vélo. C'est vrai qu'il y avait déjà des gens qui étaient habitués et qui bénéficiaient des indemnités kilométriques. Mais je pense qu'il y a également des gens qui venaient déjà habituellement à vélo et qui ne demandaient pas forcément le bénéfice de l'indemnité kilométrique. Peut-être qu'ils ont qu'ils ont profité davantage du forfait mobilité durable pour acheter du matériel, des entretiens de leur vélo, mais voilà. Mais en tout cas, c'est difficile, alors, parce qu'effectivement, comme je vous disais, les salariés sont éclatés sur de nombreux sites, donc on n'a pas facilement une vision d'ensemble. J'espère qu'en tout cas, ça a contribué à ce que davantage de salariés utilisent le vélo pour venir travailler. Mais voilà, c'est assez difficile à mesurer dans notre contexte, mais en tout cas, on n'a pas constaté une flambée des accidents de travail, bien heureusement. Ça marche, merci. Et on a une question de Philippe. Je ne comprends pas ce que représentent les 4 d'abonnement transport en commun. Ça paraît peu s'il s'agit du remboursement obligatoire des 50 %. Non, Donc, c'est hors remboursement voilà, des c'est 50 ça, Ça, c'est ce qu'on est venu compléter via le forfait mobilité durable. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? On a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas. Ah, j'ai Christophe. Oui, bonjour. Moi, j'ai juste une petite question. Nous, dans mon entreprise, donc on réfléchit à mettre en place des aides sur les mobilités douces. Mais donc, on a des collaborateurs qui sont beaucoup en déplacement. On rembourse donc des frais kilométriques automobiles. Ma question, en fait, est de savoir si on peut cumuler justement des frais kilométriques pour des gens qui seraient en déplacement, j'en sais rien, à Lens, donc ils feraient Lille-Lens tous les jours, donc il n'y a pas forcément les transports en commun qui vont bien. Donc, est-ce qu'on pourrait cumuler, est-ce que le FMD permet de cumuler un remboursement de mobilité douce donc pour quelqu'un qui prendrait son vélo 2 jours par semaine et prendrait la voiture une journée de plus, en fait? Je ne sais pas si ma question est claire, en fait. C'est du trajet domicile-travail ou c'est du C'est du trajet déplacement? domicile-travail, ouais. Moi, je peux répondre. En ce qui nous concerne, le contrôle qui est opéré, c'est par rapport donc c'est sur des remboursements. Donc, si la personne, mettons, achète un vélo,
il y aura un contrôle qui vérifiera que si elle est allée, si la personne est allée à Decathlon, elle n'a pas acheté des ballons, etc. Elle a bien acheté un vélo. Après, ça ne veut pas dire que le salarié est obligé de venir travailler à vélo tous les jours de l'année. Et à la rigueur, on peut après vérifier à quelle fréquence il vient travailler à vélo. Et on se dit que de toute façon, il y a déjà un bénéfice du fait qu'il ait pu acquérir un vélo, même si c'est pour en faire davantage le week-end. Voilà, il y a au moins un bénéfice sur la santé qui sera c'est déjà acquis. Le fait de prendre le pli, et puis peut-être qu'à terme, ça permettra de venir travailler à vélo plus fréquemment. Mais voilà, ce qu'on vérifie, c'est vraiment l'adéquation entre l'achat et puis l'esprit du forfait mobilité durable. Mais il n'y a pas d'obligation, et de toute façon, c'est impossible à vérifier que le salarié l'utilise tous les jours ou X jours dans l'année. Et dans ce cas-là, c'est remboursé sur facture, mais ça me semble compliqué de mettre en place aussi une indemnité kilométrique, en fait. L'indemnité kilométrique vélo, vous voulez dire? Vélo, je veux dire, ouais. Oui. Mais en fait, de toute façon, comme le montant du forfait mobilité durable, chez nous, il est plafonné à 200 €. Voilà, si la personne, elle va déjà, si elle achète un vélo, elle risque de consommer une bonne partie de l'enveloppe. Et si ensuite elle vient travailler avec son vélo et que ça génère, qu'elle bénéficie du coup d'indemnité kilométrique, donc ça c'est tout à fait possible, mais elle arrivera assez vite à son plafond de 200 €. Et voilà. Okay, merci. Merci. On a encore quelques petites questions. Est-ce que lorsque l'enveloppe FMD n'est pas entièrement utilisée, le reste est-il recrédité à l'entreprise automatiquement? Donc il me semble que c'était oui. Très bien. Êtes-vous impacté par la gratuité des transports en commun dans certaines agglomérations sur la Sauvegarde du Nord? On a des services à Dunkerque, donc oui, effectivement, c'est le cas, mais on n'a pas traité de manière spécifique nos salariés qui sont à Dunkerque. Donc, tant mieux pour eux s'ils peuvent un peu cumuler les deux avantages, mais on n'en a pas tenu compte. Et je pense, après, je ne connais pas exactement quel endroit il y a la gratuité des transports en commun, mais j'ai en tête Dunkerque où effectivement on a des services, mais voilà, on n'a pas adapté le système à cette commune-là en particulier. Ça marche. Avez-vous dû installer de nouvelles bornes pour le stationnement des vélos sur les différentes antennes? Est-ce qu'il y a eu un besoin de stationnement qui a augmenté au niveau des vélos? Alors, on n'a pas eu de demandes qui nous sont remontées, mais bon, ça fait partie, en tout cas de manière plus générale, dans notre souci de favoriser la mobilité, d'avoir des endroits sécurisés, adaptés pour stationner les vélos. Mais on n'a pas fait le tour exhaustif de tous nos sites pour savoir si les besoins étaient bien, si tout le monde avait la possibilité de le faire. Mais en tout cas, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour les salariés de venir travailler à vélo. Ça marche. On a une question à laquelle, Marty, tu as répondu dans le chat, mais je vais la lire à voix haute pour ceux qui ne lisent pas le chat. Dans la fonction publique, peut-on exclure du dispositif l'achat et ne couvrir que la pratique? Donc, tu as répondu, Marty, c'est le nombre de jours de pratique qui compte dans le secteur public. Voilà. Tout à fait. Je vois pas d'autres questions. Il y a une question, le FMD peut-il être préservé dans ce cas de figure? Si la personne veut préciser ta question. Et sinon, je regarde, il n'y a pas de main levée. Ah si, oui, vous pouvez préciser la question du coup, je vous laisse la parole. Voilà, bonjour. Désolé, j'ai pas de caméra. Donc, en fait, moi, je suis dans la fonction publique. Je travaille dans le Douaisis. La gratuité des transports existe depuis 1 an là maintenant, et il semblerait que le FMD dont je bénéficie là depuis 3 ans, puisque je suis cycliste à plus de 140 jours par an, ne serait plus accessible, particulièrement dans la fonction publique, à cause de la gratuité du Douaisis, alors qu'il n'y a pas de ligne de bus qui
qui desservent le trajet domicile-travail de manière précise. Je trouve ça un peu curieux que voilà, je développe un plan de déplacement en établissement scolaire, je participe enfin, je promeus les mobilités actives et en fait, on se retrouve un peu, bon, voilà, un petit peu. Ça marche. Vas-y, Marty, je te laisse rebondir. C'est la. Enfin, je ne sais pas du coup d'où vient le son de cloche que vous avez eu par rapport à au fait que le FMD du coup ne serait plus opérant, mais en fait typiquement le FMD vise à mettre en valeur des pratiques telles que le vélo, le covoiturage notamment, et donc le fait que les transports en commun soient gratuits sur une agglomération, normalement ne met pas en péril le fait qu'on puisse bénéficier du FMD au sein de cette agglomération, quoi, si on y habite ou on y travaille. Donc ça ne semble pas incompatible, en tout cas c'est la première fois que j'ai cette remarque-là. Par contre, en effet, si on se trouve dans le cas de figure du secteur privé, dans ce cas-là, on ne peut pas aller jusqu'à 800 € puisqu'il n'y a pas de cumul avec l'abonnement partiel du remboursement des transports en commun. Mais ça ne rend pas le FMD inopérant sur le papier. En tout cas, il n'y a pas de raison qui le rendrait inopérant, quoi. Ça marche. On a une dernière question et après on va clôturer ici. Quelle est la part modale vélo à la sauvegarde du Nord? Est-ce que, je ne sais pas si c'était précisé. Non, là on n'a pas de statistiques précises sur le nombre de salariés. Là, c'est le nombre de salariés qui viennent travailler à vélo. Donc sur les 1500, alors il y en a un certain nombre, mais non, je n'ai pas du tout de stats précises. Alors c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on a des axes de progression sur justement l'étude de nos trajets domicile-travail de l'ensemble de nos salariés, mais à ce stade, on n'a pas d'informations très précises. Très bien. J'ai vu qu'il y avait encore une question sur les questions auxquelles on n'a pas répondu, on pourra les traiter, on les mettra dans l'article avec le replay de ce webinaire. Juste avant de clôturer, je fais juste un petite promotion rapide sur l'agenda Réseau Alliance. Au niveau des prochains rendez-vous, donc ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires thématiques dont la programmation se profile voilà, et sera publiée voilà, bientôt. Donc, vous pouvez consulter l'agenda Déclic Mobilité. Le 10 février, on a le démarrage de la formation au management de la mobilité. Le 28 février, on a une promotion climat qui démarre. Le 8 mars, un webinaire d'information sur la labellisation Bicorp. Et le 30 mars, on fait un webinaire sur les C2E à destination des collectivités en partenariat avec le CEREMA. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a notre contact Déclic Mobilité sur cette slide. Vous pouvez nous rejoindre également sur LinkedIn et être ajouté à notre newsletter tous les mois. Donc voilà, le replay sera disponible d'ici peu sur notre site internet, ainsi que voilà, la réponse à toutes les questions auxquelles nous avons pu répondre aujourd'hui. Merci beaucoup aux intervenants, Marty et Thomas, pour vos présentations. Et puis, voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires Déclic Mobilité. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.